Il y aurait 3 morts et au moins 6 blessés graves, on va dire. Et en termes animaux, c'est des dizaines et des dizaines d'animaux sauvages et de chiens. Je m'appelle Inès Léraud et je suis journaliste indépendante. J'ai grandi dans le Maine-et-Loire, après j'ai travaillé à Paris et j'ai enquêté de 2015 à 2019 en Bretagne. C'est une longue histoire. Depuis des années, j'étais journaliste radio et je m'intéressais aux expositions des populations aux produits toxiques, aux produits chimiques, à la santé publique. C'est ce qui m'a amenée à m'intéresser à la Bretagne, en particulier à l'agroalimentaire breton en 2014. Je me suis notamment intéressée au premier groupe agroalimentaire breton qui s'appelait à l'époque Triskalia, qui est devenu Eureden, et à ce qu'on appelait l'affaire des victimes des pesticides chez Triskalia. Et en faisant des voyages réguliers en Bretagne et en publiant cette première enquête sur France Inter, qui s'appelait Une histoire de grains pourris, un auditeur m'a envoyé un dossier, en fait le dossier des algues vertes, où il me parlait de probables morts sur les plages bretonnes, morts humaines, morts animales, des origines de ces proliférations, des origines agricoles. Et cette personne avait particulièrement enquêté sur la mort d'un ouvrier du ramassage des algues vertes qui s'appelait Thierry Morfoisse. Et moi j'ai ouvert ce dossier et j'ai tout découvert, enfin j'avais jamais vraiment entendu parler de tout ça. Et je me suis plongée dans ce dossier et j'ai commencé par lire des coupures de presse et appeler les services de la préfecture des Côtes-d'Armor pour savoir où en était ce dossier, quel était leur point de vue sur la question. Alors actuellement, le docteur Pierre Philippe, qui est vraiment le lanceur d'alerte sur la toxicité des marées vertes, qui est urgentiste à l'hôpital de Lannion, parce qu'il est maintenant en retraite, lui, il a dans son hôpital vu un jogger en 99 qui selon lui est mort des algues vertes, un chauffeur qui transportait des algues vertes, le jogger de 2016, mais il a aussi vu une personne qui a fait un coma, une personne qui a fait des convulsions et une personne qui a eu des graves problèmes oculaires. Donc il y aurait 3 morts et au moins 6 blessés graves, on va dire. Et en termes animaux, c'est des dizaines et des dizaines d'animaux sauvages et de chiens, parce que dans les mairies, notamment la mairie d'Illion, l'ancienne maire Yvette Doré m'avait montré toutes les lettres de propriétaires qui disaient « j'ai perdu mon chien sur la plage, je ne comprends pas, je l'ai retrouvé dans un amas d'algues vertes ». Mais en fait, personne ne pouvait rien faire tant qu'il n'y avait pas 2 animaux en même temps qui mouraient et que là, enfin, on pouvait se dire « ah mais c'est pas possible que cette mort soit liée à une faiblesse cardiaque ou une faiblesse de cet animal en particulier, il y a forcément une cause extérieure qui est à l'origine ». Donc c'est vraiment, quand il y a eu plusieurs animaux en même temps, les sangliers, 2 chiens ou un cavalier qui a fait des convulsions et son cheval qui est mort, que là, les preuves scientifiques ont avancé. Et en fait, ce que dit Pierre Philippe, c'est que lui, il connaissait parfaitement le littoral, ses parents étaient vendeurs de poissons ambulants, il l'avait vu depuis tout petit, il connaissait les odeurs des algues, il savait que c'était un gaz irritant, après il a fait des études de médecine, mais il s'est tout le temps interrogé sur ces algues et tout de suite il a pu faire des liens quand il a retrouvé des corps morts ou dans le coma qui arrivaient aux urgences de Lannion. Mais combien de médecins n'ont pas pu poser le bon diagnostic? Combien se sont dit c'est un problème cardiaque, c'est une crise d'hypoglycémie, parce qu'il a rencontré, enfin avant lui il y avait des diagnostics qui avaient été posés sur les corps que lui-même a auscultés dans un second temps et c'était aussi ce genre de diagnostic. Donc on peut imaginer qu'en Berthe de Douarnenez par exemple, ou ailleurs dans d'autres hôpitaux des Côtes-d'Armor, il y a peut-être eu d'autres cas qui ont échappé au diagnostic. La BD était tout à fait inattendue parce que c'était au début une sortie assez confidentielle, une BD un peu technique avec énormément d'éléments factuels, d'archives. Je ne savais pas si ça allait intéresser grand monde. Et en fait, ça a jeté comme un pavé dans la mare. La BD en 2019 plus le film en 2022, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'impact dans le sens où, par exemple, moi, quand j'ai commencé à enquêter en 2015, quand je demandais aux gens, aussi bien sur le littoral que dans les terres, est-ce que vous savez d'où viennent les algues vertes, est-ce qu'elles viennent de l'agriculture? On me disait, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des morts? On me disait, ça c'est des foutaises. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je voyage un peu en France. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des pizzas à Lyon. Et je ne sais pas comment on en est venu à parler des algues vertes en Bretagne, mais il a directement dit c'est ces algues qui fermentent et qui peuvent dégager un gaz mortel. Et je me suis dit, waouh, quelques années plus tard, c'est des données véridiques et visiblement acquises par le grand public. Et puis aussi cette BD, elle circule beaucoup dans les milieux scolaires. Elle a suscité une enquête de la part de la Cour des comptes pour voir comment étaient gérées toutes les subventions publiques destinées à mieux nettoyer les plages, à mieux réguler le problème des algues vertes à sa source.
Et la Cour des comptes a d'ailleurs alerté sur le fait que l'argent public était mal utilisé sur ces questions-là. Ce travail, ça a aussi permis à certaines victimes, je pense notamment à Rosie Auffray, la femme du jogger mort en 2016, de découvrir en fait les autres victimes potentielles, de découvrir cette histoire et de porter plainte auprès de la justice administrative. Voilà, quelques-uns des impacts. Pourquoi ça perdure aujourd'hui? C'est parce qu'on a trouvé des solutions temporaires à court terme qui font qu'on peut laisser la situation perdurer. Les solutions qu'on a trouvées, c'est de ramasser ces algues vertes, notamment elles apparaissent au beau jour, et donc elles apparaissent pendant la période estivale et la période touristique. Donc là, elles sont ramassées de façon très intense et elles sont déposées dans des déchetteries. C'est une solution à court terme, parce que en fait, ça pose énormément de problèmes pour le littoral, d'avoir des tracteurs qui écrasent le littoral, qui écrasent la vie, qui vit sous le sable en bord de littoral. En plus, en ramassant ces algues vertes, on ramasse du sable, donc ça crée une érosion accélérée des plages. Et puis, on déporte le problème, on le transfère aux déchetteries, c'est-à-dire que c'est les riverains des déchetteries qui peuvent souffrir des émanations toxiques. Et en fait, il y a aussi tout un tas d'endroits sur le littoral où c'est difficile de les ramasser parce qu'il y a trop de rochers, parce que parfois il y a des estuaires, c'est trop boueux pour que les tracteurs puissent y aller. Donc le problème perdure aussi sur le littoral. Et puis il y a des plages qu'on a abandonnées, donc des plages qui sont fermées maintenant, qui sont interdites d'accès. Et c'est vrai que quand on va au bord de ces plages où les algues ne sont même plus ramassées, on voit que les riverains ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres. Enfin, les odeurs sont vraiment très irritantes. Et pourquoi ça perdure? En fait, moi, c'est ce qui m'intéressait quand je me suis lancée dans cette BD, c'est que c'était une petite fenêtre pour ouvrir ce gigantesque système agro-industriel qui est derrière les algues vertes et qui est très complexe, qui fait vivre plein de gens, qui génère beaucoup d'argent pour la France, parce que ce système agro-industriel, il permet d'exporter énormément de marchandises à l'international. Et donc, moi, quand j'ai fait cette BD, j'avais pas l'ambition de le transformer, j'avais l'ambition de détricoter, de comprendre, de mettre en lumière tout ça et de le donner à comprendre aux gens. Mais je me disais bien que ça allait sans doute aider à le transformer, mais que ça prendrait très longtemps, Enfin, c'est très compliqué de changer tout ça d'un coup. Mais ce qui serait possible et ce qui est proposé par des scientifiques de l'INRA, par exemple, ça serait de faire des expérimentations au moins à l'échelle du bassin versant, d'une baie à algues vertes. Et sur ces baies-là, sur une baie par exemple à algues vertes, d'essayer qu'il n'y ait plus d'agriculture intensive, d'essayer de revenir à des pâtures, de voir au moins très concrètement, à une petite échelle, en combien de temps on pourrait revenir à un littoral sans algues vertes. Et ça n'a pas encore été entamé. Quand j'ai commencé au milieu des années 2010, je trouvais ça vraiment compliqué de traiter des sujets ayant trait à l'agroalimentaire dans la presse nationale déjà, parce que en fait, ça n'intéressait pas les médias. Les médias, les journaux, les radios pour lesquels je travaillais, il n'y avait pas de catégorie agriculture comme il y a une catégorie politique, économique, société. Et pour moi, c'était quand même la base de nos sociétés. C'est la classe sociale qui produit notre alimentation, qui nous fait vivre. C'est la première bénéficiaire des subventions de la PAC. L'agriculture, c'est le premier budget de la PAC. Enfin, c'est un sujet énorme, l'agriculture. Il y aurait dû avoir des pages vraiment consacrées à ce sujet depuis longtemps.